Nous passons tout de suite à la table ronde. Le thème, quelle transformation pour une transition énergétique réussie? Quelle transformation pour une transition énergétique réussie? Et pour donc animer cette table ronde, j'appelle sur ce podium Monsieur Anis Mouraï. Bonjour monsieur. Monsieur Ezzedine Halfala, sous vos applaudissements s'il vous plaît. J'appelle également monsieur Belhassem Chiboub. Merci monsieur, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Et aussi monsieur Nidal Ouerfele. Merci. S'il vous plaît, vos applaudissements, essayez de les encourager, merci. Voilà, j'apprécie. Monsieur Kamel Ben Nasser va intervenir à distance grâce au bon service de la régie. Donc, pendant qu'il s'installe, je rappelle que nous sommes à la 3e journée de la 8e édition du forum DSI à Hammamet en Tunisie. Le thème de cette 8e édition, Transform to Survive. Voilà, tout de suite, je vous laisse la parole et je rappelle que c'est M. Anis Mouraï qui est le modérateur de cette table ronde. C'est à vous. Merci. Merci madame pour cette introduction. Effectivement, bienvenue à tous pour cette table ronde qui aura pour titre « Quelle transformation pour une transition énergétique réussie ?» dans le cadre du 8e édition du Forum DSI, donc baptisé cette année « Transform to Survive ». Alors, je voudrais, avant de commencer de présenter les panélistes, remercier donc toute l'équipe du club DSI pour l'opportunité et pour pouvoir me produire devant ce parterre très intéressant donc, de participants, mais également de panélistes de haute voltige que nous avons aujourd'hui. Alors, je commencerai par Sikamel Ben Nasser, donc, qui est à distance, qui est président de l'Organisation internationale des ingénieurs du pétrole et également ancien ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines. Je vous demanderai d'applaudir Sikamel Ben Nasser. Marhaba Sikamel. Je suis ravi également de partager ce panel avec Sinidal Ouerfeli, qui est le haut représentant du commissariat pour l'Afrique et le Moyen-Orient, donc à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Il était également ancien ministre sous le gouvernement Mehdi Jemaah. Sinidal, merci d'avoir accepté l'invitation du club aujourd'hui. On l'applaudit également. Hein, donc, Et puis, Sibel Hassan Chiboub, directeur général de l'électricité et de la transition énergétique au ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines. Sibel Hassan, bonjour. Merci d'être parmi nous. Et bien évidemment, c'est Azdine Khalfallah, qu'on ne présente plus, expert international en énergie et ancien directeur général de l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie. Bienvenue parmi nous également, c'est Azdine. Alors la thématique, quelle transformation pour une transition énergétique réussie? On va parler de ce sujet, je dirais, très brûlant, très palpitant et extrêmement donc, technique aussi. Alors comment peut-on transformer, donc aller donc, vers cette transition énergétique et quelles sont les transformations? On va focaliser essentiellement. Et c'est ce qui intéresse au plus haut niveau donc, les participants du forum. Et comme tout pays, la Tunisie donc, a amorcé depuis 2015 une stratégie nationale pour la transition donc, énergétique. Alors ma première question sera pour Belhassem Chiboub, pour cadrer un peu peut-être le débat. Quelle offre de la Tunisie dans cette transition énergétique? On parle d'un plan stratégique élaboré en 2015, grâce à la loi de 2015. On était censé arriver à un mix énergétique de 30% en 2030.
Ça a été actualisé. Aujourd'hui, on parle de 35% de mix énergétique en 2030. Quelle offre donc, au niveau de cette transition, et surtout, quels sont les moyens déployés pour arriver à cette fin? Merci. Merci. Alors, à partir de 2013, on a commencé un peu à parler de la transition énergétique et du nouveau mix énergétique pour la Tunisie. Il faut savoir que on a atteint l'apogée de notre déficit en 2019 avec un déficit énergétique qui a atteint à peu près 59% en énergie primaire. Et en 2021, on a enregistré un déficit à 48%, grâce à l'introduction du champ pétrolier Nawara, qui a permis un peu d'apporter des sources en énergie primaire. Maintenant, il faut savoir que les ressources tunisiennes en énergie primaire sont limitées. Et donc, on a besoin d'avoir de nouvelles sources et de sécuriser notre approvisionnement. L'objectif, il n'y a pas de nucléaire en Tunisie, il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de fuel lourd. Tout ça, l'investissement, il est important et ce n'est pas rentable. Et la seule alternative qui s'avère pour la Tunisie, c'est les énergies renouvelables. Donc, on a été dans les énergies renouvelables depuis 2015 avec l'instauration de la loi. En 2016, il y a eu le décret d'application. On a commencé le plan avec les 3 régimes, le régime de l'autoproduction, le régime de les autorisations et le régime des concessions. Aujourd'hui, on a accusé un retard. Ça, c'est évident que de par certains problèmes liés au Covid, certains problèmes liés à la stabilité, on va dire, politique, les changements de gouvernement, tout ça a conduit à un certain retard, mais il n'y a plus de choix aujourd'hui pour la Tunisie avec les énergies renouvelables. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un programme ambitieux pour atteindre 35% à l'horizon 2030. Quand on dit 35%, il faut savoir que ce sont des investissements d'à peu près entre 4 et 5 milliards de dollars d'investissement. C'est à peu près 1 point de croissance chaque année en énergie renouvelable. Et l'énergie renouvelable, bien sûr, le défi principal, c'est comment faire face à l'intermittence de l'énergie renouvelable. Quand on dit intermittence, c'est une énergie qui n'est pas maîtrisée, contrôlée plutôt par l'opérateur, mais elle est contrôlée par le climat. C'est notre Dieu qui nous impose un peu quelle est la puissance à produire. Et dans ce sens-là, quels sont les défis un peu de l'introduction des énergies renouvelables? Et là, c'est toute la transformation qui est nécessaire. Les systèmes de stockage. Quand on dit stockage, on parle de la mobilité électrique, on parle les batteries, par exemple, de stockage, on parle des stations de transfert d'énergie par pompage. Toutes les solutions intelligentes qui permettent un peu d'optimiser l'utilisation de l'énergie et qui permettent un peu de maîtriser la production et le stockage de l'énergie. Il y a également les interconnexions, renforcer les interconnexions. Et sur ce sujet, l'interconnexion Tunisie-Italie s'avère un projet capital dans la mesure où il permettra d'avoir des échanges économiques, de stabilité de réseau et également d'intégration, d'une meilleure intégration des énergies renouvelables. Quand on dit un peu qu'est-ce qu'offre la Tunisie, il faut savoir que le programme de production d'énergie renouvelable, à 90%, c'est du privé. Ce n'est pas l'État. C'est le privé qui doit contribuer à la réalisation de ce programme. Et quand on dit c'est le privé, il faut que ce soit bancable. Il faut que les lenders ou les bailleurs de fonds acceptent les contrats ou les accords de projet des énergies renouvelables. Et donc, dans ce sens-là, on a fait tout ce qui est en notre pouvoir. On a même changé dernièrement la loi sur les énergies renouvelables pour booster encore plus l'introduction des énergies renouvelables à travers le régime de l'autoconsommation, les problèmes liés au terrain, au foncier. Vous savez, quand on parle d'une centrale électrique, 10 mégawatts, et ce n'est rien, 10 mégawatts par rapport aux 6000 mégawatts
ou 4400 mégawatts qui sont prévus, 10 mégawatts, c'est 20 hectares. 20 hectares, ça ne peut pas être un terrain industriel, ça ne peut être qu'un terrain agricole. Et sur ce fait-là, comment faire avec les autorisations? Donc, pour vous dire qu'il y a une orientation pour essayer de simplifier, d'impliquer le secteur privé et d'aller de l'avant pour la réussite de ce programme pour la Tunisie, qui permettra à terme de limiter un peu les importations et qui permettra en plus d'avoir des retombées économiques. Aujourd'hui, la TEP gaz, elle est aux alentours de $500, c'est-à-dire que le prix du kilowattheure, combustible uniquement, on parle uniquement de consommation de gaz, il est à 320-330 millimes, alors que le prix de l'électricité renouvelable, il est à peu près à 120 millimes le kilowattheure. Pour vous dire que moins que la moitié en prix du kilowattheure, et tout ça, ça a des retombées économiques pour équilibrer notre bilan financier. Il faut savoir que aujourd'hui, la subvention à l'énergie, elle va atteindre 8,2 milliards de dinars cette année. C'est à peu près 2,7 milliards de dollars. Et cette situation, cette volatilité-là par rapport au prix des combustibles ne peut pas continuer pour notre pays. Merci Sibel Hassan. Effectivement, donc, le budget de l'État est plombé par la compensation des hydrocarbures qui est très très pénalisante. Et juste pour comparaison, donc, les 8,2 milliards qu'a évoqué Sibel Hassan Chiboup, c'est au-delà du titre 2 du budget de l'État, c'est-à-dire au-delà de ce que l'État a prévu en termes d'investissement global dans le budget de l'État, qui est, je pense, de l'ordre de 7 milliards donc, de dinars. C'est énorme, autant vous dire les difficultés donc, auxquelles fait face la Tunisie par rapport donc, à ses finances publiques. Sinival Ouaffeli, vous êtes ancien ministre, vous êtes également le représentant du commissariat à l'énergie atomique pour l'Afrique et le Moyen-Orient, et aux énergies alternatives également. Aujourd'hui, un benchmarking, peut-être, il serait très intéressant de voir comment les États sont en train de se préparer à cette transition énergétique. Nous sommes en train de voir peut-être des décisions qui sont en train d'être battues en brèche, notamment par rapport au recours au nucléaire. Actuellement, certains pays sont en train de redéfinir, redéployer donc, leur stratégie pour le nucléaire. Il y a un retour vers le charbon. Bien évidemment, on parle de décarbonation, mais il y a un retour vers le charbon. Alors aujourd'hui, un benchmarking et une lecture géostratégique par rapport donc, à la transition énergétique, pour ma première question. Et surtout, comment accélérer, donc ma deuxième question, comment accélérer le recours à cette transition énergétique? Merci beaucoup, Sénis. Permettez-moi d'abord, Monsieur le ministre, cher ami, c'est Kamel, honorable invité, Monsieur l'ambassadeur, de remercier les organisateurs ici et ses présents du Forum DACI pour avoir organisé cette table ronde autour d'une thématique très importante qui est l'énergie. D'abord, je remercie encore pour les deux questions que vous proposez. La première chose que je souhaite introduire, c'est qu'on parle de l'énergie. L'énergie aujourd'hui, honorable invité, c'est une grille de lecture du monde. Donc, géopolitique, sécuritaire, économique, social également. Ça, c'est le véritable constat de ce qui est de l'énergie aujourd'hui. Mais également est une source d'alimentation de notre croissance économique, étant donné qu'il n'y a pas de croissance économique sans énergie. L'enjeu de notre décennie qui se dessine aujourd'hui, c'est comment combiner les grandes transitions majeures auxquelles nous subissons aujourd'hui. Je ne parle pas uniquement en Tunisie, mais à l'échelle mondiale, telles que la transition énergétique, telles que la transition numérique, telles que la transition médicale et bien évidemment la transition en matière écologique ou de lutte contre le changement climatique. Pour répondre un peu à ce qui se passe actuellement au niveau mondial, on voit effectivement qu'un certain nombre de cartes stratégiques est en train d'être remis en place aujourd'hui. Un certain nombre de pays, notamment en Europe, qui voulaient sortir du nucléaire, pour répondre à votre première question, sont en train de refaire marche arrière aujourd'hui par rapport à l'option nucléaire. Je cite notamment l'Allemagne qui a mis un mémorandum pour ne pas
arrêter complètement les centrales nucléaires. Je pense également à la Belgique, qui a fait marche arrière par rapport à la crise aujourd'hui, essentiellement la crise énergétique russe, proposée aujourd'hui dans la guerre russe et ukrainienne. A arrêté également un mémorandum pour dire, revenons un petit peu sur l'option nucléaire. La France également, en termes de construction de réacteurs, c'est à l'échelle mondiale, sur ce volet de nucléaire, aujourd'hui, pour votre information, il y a plus de 400 réacteurs nucléaires qui sont en cours de construction aujourd'hui pour la production d'électricité. 400, vous dites? 400 réacteurs qui sont en cours de construction aujourd'hui, voire des grands réacteurs essentiellement, ce qu'on appelle les EPR avec 2800 MW et d'autres réacteurs. Mais le plus important dans ce regain au niveau de nucléaire comme énergie pour la production d'électricité, pour deux principales raisons. La première raison est que le nucléaire n'est pas émetteur des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est considéré comme des énergies bas carbone pour la production d'électricité. Le deuxième point relatif au nucléaire, qu'on s'oriente de plus en plus aujourd'hui vers des réacteurs de petite puissance, ce qu'on appelle les Small Modular Reactors, donc des SMR. Ces SMR sont à peu près entre 250 et 450 MW de production, et donc qui présentent presque un risque zéro en matière de sûreté et de sécurité des réacteurs nucléaires. C'est pour ça qu'on voit en fait ces réacteurs, pour vous donner très simple pour notre public, c'est les réacteurs qui font la propulsion par exemple des avions ou la propulsion des sous-marins nucléaires. Donc c'est ce type de réacteur. Donc voilà un peu le regain aujourd'hui, même au niveau de l'Union européenne, on parle aujourd'hui comme mix électrique bas carbone qui couple à la fois les énergies renouvelables mais également le nucléaire. Ça c'est le premier point que je souhaiterais répondre à votre première question. La deuxième question, sur les perspectives qu'on constate aujourd'hui en matière de mix électrique, il faut faire peut-être une différence entre le mix électrique et le mix énergétique. L'énergie, on rentre dans le cadre des produits pétroliers, les carburants, l'essence au gaz. L'électricité, on parle uniquement des énergies qu'ils peuvent produire pour donner de l'électricité comme vecteur. Donc ce qu'on voit aujourd'hui quand même, si vous me permettez de le dire, et moi j'adore ce propos-là, c'est que l'énergie est en train de faire sa propre révolution. Que l'on veuille ou pas, l'énergie est en pleine révolution aujourd'hui, et cette pleine révolution est soutenue par un socle qui est le numérique. La transition numérique, ce n'est pas un accélérateur de la transition énergétique, mais plutôt un pilier fondamental de la révolution en matière de la production électrique, que pour moi s'articule autour de 3 points, que je pourrais développer ultérieurement si vous voulez. Vous aurez la possibilité effectivement d'évoquer cette question. La décarbonation des énergies distribuées ou réparties et la digitalisation. C'est ce que la fameuse 3D, puisqu'on est en plein forum aujourd'hui de DSI, c'est la révolution en matière de l'énergie, c'est la 3D. Je reviendrai sur cette question de digitalisation parce qu'elle est très très importante et je dirais même que c'est le cœur même de cette discussion. Donc comment accélérer, comment faire cette mutation effectivement vers plus de transition énergétique. Alors je me dirige vers Si Kamel Ben Nasser qui est actuellement président de l'Organisation internationale des ingénieurs du pétrole, était ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines sous le gouvernement Mehdi Jama. Rebonjour Si Kamel, et navré pour le retard accumulé. Donc on était censé partir il y a 1 heure, mais vous savez, dans ce genre d'événements, de grands événements, il y a toujours donc quelques, je dirais... non, je dirais pas ça quand même. non. Je dirais donc beaucoup d'intérêt, beaucoup d'interactions qui font qu'on déborde un peu. Vous êtes le président de l'Organisation internationale des ingénieurs du pétrole et aujourd'hui, face aux impératifs de la transition énergétique, les compagnies pétrolières doivent évoluer. Certains ont annoncé des objectifs ambitieux de décarbonation. À cette question, j'ajouterai une autre très en relation avec la première. Est-ce qu'il y a un arbitrage aujourd'hui auprès de ces compagnies-là? Nous avons vu un peu ce que fait Total Energy. Est-ce qu'il y a un arbitrage entre continuer à travailler sur le fossile et basculer petit à petit vers les énergies renouvelables? Cet arbitrage, il est donc défini selon quels critères et quels objectifs? Tout d'abord, une grande salutation à mes collègues, mes chers collègues. J'aurais bien aimé être avec vous aujourd'hui, mais je suis à Abu Dhabi où
demain commence la plus grande conférence sur le secteur énergétique qui s'appelle la DIPEC. En fait, je voudrais tout d'abord revenir sur ce qui avait été dit avant et peut-être mettre une petite clarification. C'est qu'en fait, le programme de 2015 a commencé en fait en 2013 avec ce qui s'appelle le débat national sur l'énergie. Et si Nidal, à l'époque, était en charge de l'énergie avec M. Mahdi Jama. Et donc, ils avaient commencé quelque chose pratiquement unique, ce débat national de l'énergie, avec d'autres collègues comme Sirchid Bedelli, Azdin Khalfallah et bien d'autres. Donc, et c'était en fait une façon pour la Tunisie de définir ensemble à la fois une bottom-up et une top-down vision pour le secteur énergétique. Et en fait, quand je suis venu au ministère, on a repris les éléments et on les a transformés en un certain nombre d'actions, dont la loi sur les renouvelables, donc, qui a été finalisée en 2015. Donc, c'est juste un point de... Au point de vue renouvelable, en Tunisie, on était en avance sur toute la région. Si vous regardez ce qui s'est passé avec le centre technologique de Bor Sedria, et je considère que bon, ce qui a été fait il y a 20 ou 25 ans était bien en avance sur notre temps. Et donc, on a malheureusement pris du retard, énormément de retard, au cours des 15 dernières années. Donc, c'est juste un point d'ancrage pour le... Dans le secteur énergétique, pour se positionner dans le futur, il faut avoir une vision qui va bien au-delà de 5 ou 10 ans. Je pense que 2030, c'est déjà demain. Il faut regarder plus loin, puisque un investissement pour le secteur énergétique, c'est pour 30 à 40 prochaines années. Donc, l'investissement qu'on va faire aujourd'hui, en 2022, va être encore là en 2050 ou dans 2060. Donc, il faut avoir cette vision. Pour la Tunisie, il faut qu'on ait un modèle qui soit cohérent pour notre demande d'énergie et notre production d'énergie qui va bien au-delà de 2030. Tant qu'on n'aura pas fait ça, je pense qu'on sera un peu en fait en mode réactif plutôt qu'en mode proactif. Donc ça, c'est juste une introduction sur ma perspective. Maintenant, pour répondre à votre question sur les sociétés pétrolières, on peut se dire que les sociétés pétrolières aujourd'hui sont en train de voir les prix qui sont pratiquement les plus élevés au point de vue gaz qu'on a vu dans l'histoire. Ça a été indiqué par Sibel Hassan. Au niveau du pétrole, ils sont aussi au niveau de 100 $. Donc, on peut se dire, tout va bien, Madame la Marquise, donc on peut continuer. En fait, les compagnies pétrolières aussi regardent dans cette échelle de temps de 20 ou 30 ans, où est-ce qu'elles seront dans le futur, et elles ont pris un certain nombre de mesures. La première, c'est de dire, il faut que dans le secteur pétrolier et gazier, on réduise au minimum notre empreinte au point de vue émission. Donc, c'est ce qui s'appelle les Scope 1 et Scope 2, au point de vue émission de gaz à effet de serre, et elles ont pris un certain nombre d'engagements pour le faire dans une échelle de temps 10, 20 ou 30 ans. Le troisième type d'émission qui est en fait pas les émissions directes mais indirectes, c'est par exemple quand vous vendez des hydrocarbures à un utilisateur final qui est un utilisateur de voiture. Il y a certaines compagnies qui prennent ça en compte aussi dans leur réduction d'émissions et ce qu'on appelle les net zero emissions. Donc, c'est des émissions nettes zéro d'ici 2050. Donc, ça, c'est la premier engagement que les compagnies pétrolières et gazières ont pris. Le second, c'est au niveau de la diversification de leur portefeuille.
Et en fait, les plus gros investisseurs aujourd'hui, au point de vue technologie dans les renouvelables, sont les sociétés pétrolières, parce qu'en fait, elles ont les moyens. Aujourd'hui, si on prend le secteur qui est extrêmement porteur de l'hydrogène, la compagnie numéro un dans le monde au point de vue brevet dans l'hydrogène, ce n'est pas les compagnies comme Air Liquide, Air Product, c'est en fait c'est une compagnie qui s'appelle Saudi Aramco, la compagnie nationale d'hydrocarbures saoudienne. Donc, c'est le second point. Le troisième point, c'est que ces compagnies pétrolières regardent bien au-delà aussi de ce qui est autour du pétrole, que ce soit hydrocarbone ou stockage de CO2. Elles regardent aussi des technologies dans le nucléaire, dont Sinidal a parlé. Et en fait, à la fin de 2021, la plus grosse invention qui a été faite dans le domaine de la fusion nucléaire a été au MIT, donc à l'université MIT aux États-Unis, mais en partenariat avec la compagnie italienne Eni. Donc, ça montre en fait que les compagnies pétrolières sont en train de regarder bien au-delà de leur portefeuille classique. Elles investissent aussi beaucoup dans le stockage d'énergie. Pour revenir à ce que disait Nidal, parmi les leaders dans la digitalisation, les compagnies pétrolières sont en train d'investir énormément dans la digitalisation de toute leur gamme d'activités. Écouter un peu ce que viennent de dire nos chers panélistes. Alors, peut-être que vous allez rebondir sur ce qui a été dit, sur l'offre tunisienne, sur aujourd'hui les enjeux qui sont en train d'être donc constatés au niveau mondial par rapport à la transformation énergétique. Alors, la première question, je voudrais vous voir rebondir sur ce qui a été dit. Et surtout amorcer peut-être la deuxième partie du débat relative à la transformation donc, digitale notamment, qui serait l'allié de taille pour une transition énergétique efficace, et notamment au niveau des préalables. Merci. Donc, de mon côté, j'aimerais effectivement saluer et remercier les organisateurs d'avoir pris cette initiative d'intégrer un sujet qui touche à l'énergie avec tout ce qui est DSI. Et donc, c'est une opportunité pour nous d'être ici pour éclairer davantage un peu nos fidèles participants donc, pour cette thématique-là. Effectivement, on parle donc d'une transition énergétique et sa relation avec le numérique et la digitalisation. D'abord, peut-être vous donner une idée sur ce qu'on entend par transition énergétique. C'est effectivement un passage d'un modèle actuel basé sur un approvisionnement sur, disons, des ressources d'énergie non conventionnelles qui ne sont pas propres, qui émettent donc des émissions de gaz à effet de serre qui ne respectent pas tout à fait l'environnement, vers un modèle, disons, plus soutenable, plus durable, plus respectueux de l'environnement et plus respectueux de l'équité entre générations. C'est ça ce qu'on entend par transition énergétique. Bien sûr, c'est un système assez complexe, il diffère d'un pays à l'autre, mais globalement, la transition énergétique milite en faveur d'une décarbonisation, d'un environnement propre et d'une, disons, un mix beaucoup plus diversifié et soutenable. Maintenant, le passage donc, dans cette transition énergétique constitue ou bien fait face à des enjeux. Pourquoi on fait une transition énergétique? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'enjeux au niveau du secteur de l'énergie. Des enjeux au niveau économique, des enjeux au niveau social et des enjeux au niveau écologique. Cette transition énergétique a des objectifs.
parmi les objectifs, c'est essentiellement comment orienter vers des énergies beaucoup plus propres, comment promouvoir davantage l'efficacité énergétique au niveau de l'ensemble des secteurs d'activité, comment développer davantage les projets de production d'électricité à partir de renouvelables. Tous ces objectifs donc, militent en faveur donc, d'une transition énergétique. Maintenant, votre question, quelle est la relation entre transition énergétique et transformation écologique? Effectivement, on voit que cette transformation digitale favorise la transition énergétique dans la mesure où effectivement cette transformation digitale s'avère nécessaire pour accélérer la transition énergétique. Vous savez qu'il y a des transformations qui sont nécessaires pour aller de l'avant. Je dirais que la transformation digitale, c'est une transformation structurelle dans la mesure où on va introduire de nouvelles technologies plus propres, des technologies qui vont donner lieu à une accélération de la transition énergétique à travers un changement dans les chaînes de valeur, un changement dans les business models, l'introduction des startups digitales, etc. Donc ça, c'est un bouleversement. Il y a également les transformations orientées client, c'est-à-dire comment on peut toucher directement le client à travers cette transformation digitale. C'est effectivement en réduisant tout ce qui est actif physique et en allant directement à travers des plateformes qui permettent au client final, aux citoyens, d'être partie prenante dans cette transformation. Et il y a bien sûr la troisième transformation qui est beaucoup plus culturelle. Comment dans une entreprise, on essaye donc d'aller beaucoup plus vers le numérique, mais ça permet également de réduire un peu la résistance au changement. Vous savez que il va falloir changer un peu les mentalités pour aller dans le numérique et changer cette résistance. Il y a effectivement actuellement une résistance qu'on pourrait l'avoir surtout au niveau même de nos quotidiens. Si on paye à travers des lignes, des factures et tout ça, il y a encore des résistances. Donc je pense que cette culture qui va s'implanter progressivement dans une entreprise ou bien au niveau donc citoyenneté ne permet que aller de l'avant pour vraiment favoriser la transition énergétique. Merci, Sirajdine. Sinidal, vous avez demandé donc la parole. Juste, je voulais rebondir sur ce qu'a dit c'est Kamel. Je pense que c'est très important pour vous illustrer. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je voudrais vous illustrer. Vous connaissez peut-être EDF. EDF est un électricien, c'est l'électricien qui est le monopole de l'État avec une entreprise à participation publique, un grand industriel qui a créé dans les années 2000 une filiale et a laissé survivre, ça s'appelle EDF-EN, EDF Énergie Nouvelle. C'est ce que disent tout à l'heure c'est Kamel, mais tellement ça a été rentable EDF-EN que la maison mère a racheté EDF-EN et est devenue EDF Énergie, donc au niveau d'EDF. Ça, c'est vraiment un signe très révélateur sur l'organisation actuellement des grands groupes. Total, elle a fait la même chose, puisque Total a racheté SunPower, le Rolls-Royce de photovoltaïque dans le monde, est devenu un des plus gros producteurs de panneaux photovoltaïques et de projets photovoltaïques dans le monde. Donc ça démontre véritablement la transformation qui a été tout à l'heure décrite par Kamel, que subissent actuellement les grands opérateurs en matière de l'énergie. Alors je voudrais vous interpeller sur un autre sujet, je pense qui est très très important avant de donner la parole à Sibel Hassan pour parler je dirais de la cartographie donc de cette transformation digitale en Tunisie. C'est ce qui est en train d'être fait en Tunisie. On va parler de smart grid, les compteurs intelligents, on va parler de beaucoup d'autres projets et produits qui sont en train d'être mis en place par le gouvernement tunisien. Mais il y a peut-être une question à laquelle il serait intéressant aussi de s'y référer, Sinidal. Aujourd'hui, il y a une sorte de mystification des énergies renouvelables.
dans le sens où on considère que voilà, la solution, la panacée, c'est les énergies renouvelables. On arriverait à 35% en Tunisie, à 80%, on a même avancé le chiffre de 80% à l'aube de 2050. Est-ce que le recours à l'énergie renouvelable est la solution pour tous les problèmes de l'humanité? Ou est-ce qu'il faut démystifier et dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est peut-être c'est du combiné finalement? Très bien, merci beaucoup. Je pense d'abord, pour répondre à votre question, il y a un gisement très important dans le cadre de la transformation et de la transition énergétique, ce qu'on appelle la maîtrise de la demande ou l'efficacité énergétique. Je pense que le pilier de la transformation énergétique aujourd'hui, avant de parler du mix lui-même, c'est de pouvoir maîtriser la demande énergétique, c'est de pouvoir optimiser sa consommation, et la meilleure énergie produite, c'est celle que l'on ne consomme pas. Deuxième point par rapport à ça, on parle aujourd'hui de, si on prend le cas de la Tunisie, de 35% à l'horizon de 2030 ou 80% à l'horizon de 2005. Si on voit un peu les objectifs via les accords de Paris, ça stipule l'intégration de la part des énergies renouvelables de 85% dans le mix électrique mondial pour aboutir aux objectifs de l'accord de Paris de 2015. Donc moi, ce que je dis toujours par rapport à ça, oui, c'est très important d'avoir les 30%, le 35%, 80%, mais quid de reste aujourd'hui? Donc si on voit bien aujourd'hui l'architecture, si vous permettez d'ouvrir une parenthèse aujourd'hui, l'architecture de paysage électrique à l'échelle mondiale et voire à la Tunisie aujourd'hui. Si on va aller vers les énergies renouvelables à 80% ou à 35%, qu'est-ce qu'on va faire des 65% qui restent et qu'est-ce qu'on va faire des 15% des restes? On va être soit tributaire, la solution elle est très simple pour la production électrique, soit tributaire du gaz. Or on sait très bien que pour la Tunisie, on a des sources nationales qui sont en réduction, c'est tout à fait naturel, mais également tributaire des importations de gaz des pays voisins, voire d'autres pays. Soit on dit quelles sont les autres solutions alternatives pour la production d'électricité. Les autres solutions alternatives, je vais peut-être choquer certains, il y a quoi? Il y a le charbon, il y a le nucléaire, et il y a les gaz non conventionnels, c'est-à-dire le gaz de schiste, absolument. Donc voilà en gros les autres, le lignite, donc voilà en gros les autres sources d'énergie qui nous permettent de... Pour des pays comme les pays scandinaves, par exemple, aujourd'hui, oui, ils sont à 100% pratiquement donc, de mix énergétique par rapport aux énergies renouvelables. Alors comment sont-ils en train de fonctionner? Tout à fait. Donc en fait, d'abord, je dois préciser, les pays de scandinaves, c'est sur une certaine période, pas toute l'année, pas tout. On va parler de l'intermittence également. Donc voilà, c'est sur une certaine période où ils ont beaucoup d'hydraulique, où ils ont des gisements éoliens et de solaire importants, et donc ça arrive pour un certain nombre de pays scandinaves, voire même en Espagne par exemple l'année dernière, où ça fonctionnait à 100% en énergie renouvelable pour la production d'électricité, et ça c'est très important. Par contre, moi je pense que la principale caractéristique de ces énergies renouvelables, c'est qu'elle est intermittente. On peut ne pas l'avoir au moment où on veut consommer plus d'énergie. Le stockage. Donc voilà, donc il y a le coût de stockage également. C'est pour ça que je pense que l'évolution de l'architecture de paysage électrique va vers plus de décarboné, donc plus de renouvelables, va vers plus de renouvelables dans la production d'électricité aujourd'hui, mais va vers plus également de l'introduction du numérique à travers les smart grids, à travers les smart metering, à travers les villes intelligentes, à travers les véhicules électriques. Et ça, c'est nouveau, hein, c'est qu'à partir de 2013-2014. Alors justement, vous me donnez une belle perche donc, que je vais tendre également à Sibel Hassan Chibou, parce que le temps nous devance. Sibel Hassan, aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette transformation donc, digitale, quels sont les projets qui sont en train d'être mis en place en Tunisie pour effectivement donc, mettre en place cette transformation digitale et puis peut-être parler d'accélération avec Sirazdine également de cette transformation digitale adossée aux énergies renouvelables. Mais il y a des projets qui sont très ambitieux. On va peut-être parler du Smart Grid et vous allez nous exposer les autres projets que le gouvernement est en train de mettre en place en Tunisie par rapport à cette transformation digitale. Merci. Alors, il faut savoir que si on veut optimiser un peu l'utilisation des ressources, on a besoin de passer à la digitalisation. L'optimisation nécessite toujours un passage à la digitalisation. Et c'est ça ce qui va être opéré au niveau, par exemple, on commence par le Smart Grid. Et quand on commence par le Smart Grid,
c'est pas uniquement la relève ou avoir un compteur intelligent ou l'interface avec le compteur, l'interface avec les clients. C'est un début à avoir des cités intelligentes, c'est-à-dire une consommation intelligente même au niveau de la maison. Aujourd'hui, il y a des tests. Il y a certains pays qui ont commencé ça. Il y a des tests dans plusieurs pays où on commence à avoir des capteurs partout pour avoir une optimisation de la consommation de l'énergie au niveau de la maison. Et ça, c'est la digitalisation, c'est la transformation. Aujourd'hui, on commence par les compteurs. On a un programme avec 400 000 compteurs. On va couvrir à peu près 65% de notre chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires de la STEG à travers ces compteurs-là pour pouvoir optimiser cette consommation-là. Après, il faut savoir que quand on optimise la consommation, on essaie également ce qu'on appelle le Demand Side Management. On va essayer de contrôler la demande à travers la production. Et je m'explique sur ça. Et là, on en vient à la mobilité électrique. Pourquoi aujourd'hui on est en train de pousser vers l'introduction de la mobilité électrique en Tunisie ? On va dire c'est des voitures qui coûtent cher aujourd'hui. Alors je rappelle juste, j'essaie peut-être d'apporter quelques informations, que durant la loi de finances 2000 pour l'exercice 2022, des dispositions relatives à la fiscalité des voitures électriques ont été adoptées. Et aujourd'hui, au niveau des taxes sur la consommation, on a abaissé pour inciter donc les Tunisiens à acheter des voitures électriques. Donc vous avez une voiture donc à combustion ordinaire qui coûte plus cher en Tunisie qu'une voiture électrique, sauf que peut-être il y a aussi à dire que l'infrastructure devrait suivre, et sur cette question-là, je voudrais bien vous écouter également. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a tout un programme pour aller vers la mobilité électrique. Pourquoi ? Parce que on est en train de planifier comment stocker cette énergie renouvelable. Il y a un problème pour les énergies renouvelables. Quand on dit 35% en énergie, en électricité, c'est-à-dire qu'à un certain moment, vous allez avoir la production à partir des énergies renouvelables qui dépasse la demande. Alors comment gérer ça ? Est-ce qu'on va faire du délestage ou du déclenchement des centrales, ou on va essayer de stocker ça ? Parce que c'est de l'énergie perdue, in fine. Et c'est pour ça que quand on parle de la mobilité électrique, c'est ça, c'est cette transformation où on peut, à travers le stockage dans les batteries des voitures, on peut aller vers le contrôle de la demande, et c'est ça le Demand Side Management. Et c'est ça où on cherche un peu à voir, même à travers un peu tout ce qui est tarification, les tarifs liés aux recharges, les bornes de recharge, tout ça, c'est un développement qui est en train d'être fait au niveau du ministère avec la NME et la STEG pour préparer cette transformation-là qui pourrait aider à notre transition énergétique. Alors sur la question des bornes, s'il vous plaît, aujourd'hui, est-ce qu'il y a donc une solution pour mettre en place il y en a quelques bornes aujourd'hui, mais réellement, pour un Tunisien, acheter une voiture électrique, quand bien même elle serait moins chère, quand bien même elle serait attrayante, n'est pas chose, je dirais, facile à gérer, parce que l'infrastructure ne suit pas. Et aussi, vous savez mieux que moi qu'il y a un problème de vente d'électricité aujourd'hui. Il y a la question du monopole de la STEG. Alors, pour la question du monopole de la STEG, il y a toujours le cahier de charge qui permet une autorisation pour mais c'est un service. Quand on traite maintenant la question de bornes de recharge, ce n'est pas une vente d'électricité réellement, c'est un service qu'ils sont en train d'offrir. Et c'est considéré dans ce contexte-là. Et on est en train de voir quelles sont les modifications à apporter à la réglementation en vigueur pour permettre ça et pour faciliter surtout ça, parce que c'est l'intérêt de l'État qui est en jeu là, pour la mobilité électrique. Donc aujourd'hui, c'est vrai, au niveau des bornes actuelles, il n'y a pas une borne qui vous permet de faire la recharge d'une voiture électrique 100% en 45 minutes, à l'instar de ce qui se passe aux pays européens. Mais il faut y arriver. Il faut assurer cette transition-là. Et ce n'est pas... même la STEG, l'utilité publique, elle est engagée dans ce programme-là parce que également c'est dans l'intérêt
de l'Astec d'avoir cette mobilité électrique. Donc on a parlé smart grid, mobilité électrique. Maintenant, au niveau de la gestion en elle-même du système électrique, aujourd'hui, la gestion, elle est digitalisée au niveau de l'Astec. Vous savez, quand on parle un peu du dispatching national, tout est optimisé au niveau. C'est quoi le dispatching national? C'est le centre qui permet la répartition, l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est là où il y a la production et il y a la consommation. Tout cet équilibre-là, où on va produire, comment on va transporter, tout ça, c'est digitalisé. Donc, pour vous dire qu'on est en train également de voir comment digitaliser tout ce qui est les appels d'offres, pour avoir plus de transparence, on est en train de voir comment avoir une soumission numérique pour éviter un peu cette question. Et c'est également dans le cadre de la digitalisation et essayer d'aller de l'avant. Bien sûr, tout ce qui est information aujourd'hui, on est en train de communiquer sur les sites web, mais sans digitalisation, je crois aujourd'hui, la transition énergétique ne peut pas réussir pleinement. Alors, Sirazdine, il y a une question très importante, la mise en place d'une transformation digitale, donc adossée aux énergies renouvelables et comme vecteur des énergies renouvelables, c'est bien, mais beaucoup posent la question sur l'accélération. Donc, comment accélérer davantage donc, cette transformation digitale pour aboutir à plus, je dirais, de mix et pour aboutir à plus de décarbonation, pour aboutir à plus d'énergie renouvelable et in fine, donc, à un environnement qui est plus sain. Aujourd'hui, quels sont, je dirais, les vecteurs d'une accélération réussie pour la transformation digitale? Effectivement, donc si Belhassane vient de mentionner un peu l'exemple phare de la digitalisation au niveau du secteur de l'énergie, c'est le Smart Grid. Effectivement, là, c'est un grand projet qui va un peu bouleverser, changer un peu les traditions. Le Smart Grid, c'est le réseau intelligent. Quand on dit réseau intelligent, il inclut les compteurs intelligents, mais pas uniquement. Il inclut également la modernisation du réseau de l'Astec. On parle de ADMS, c'est-à-dire comment distribuer l'électricité d'une manière intelligente avec des solutions innovantes, avancées. Et c'est ça un peu qui est nouveau, que l'Astec travaille là-dessus. Le réseau de l'Astec, effectivement, va devenir intelligent à terme, en commençant bien sûr par les compteurs, mais on va continuer avec la modernisation de l'ensemble du réseau. Un réseau intelligent peut favoriser une meilleure intégration des renouvelables, il peut réduire les pertes, il peut donner une certaine adéquation entre la production, la distribution et la consommation, et il peut améliorer tout ce qui est comptage électrique. Vous savez, avec des compteurs intelligents, on pourrait savoir à quel moment on est en train vraiment de consommer plus, et lorsqu'on introduit peut-être des tarifs à poste horaire, ça devient effectivement incitatif pour l'usager de déplacer un peu sa consommation et éviter par exemple la consommation au niveau des pointes électriques. Et c'est ça un peu l'avantage de ce genre de smart grid. Il y a également des plateformes qui militent en faveur donc d'une accélération de la transition énergétique. Je peux prendre deux exemples de plateformes. Un exemple dans l'efficacité énergétique avec le projet e-ticket que l'ANME est en train de mettre en place pour la certification des équipements électroménagers. Vous savez, il y a des étiquettes qu'on met pour faciliter un peu aux citoyens de choisir l'équipement le plus performant avec des classes donc, qui sont indiquées sur l'étiquette. Ça, il y a tout un processus pour faire cette étiquette-là. Avec la digitalisation et la mise en place de cette plateforme, ça facilite, ça fait gagner du temps et ça fait une synergie entre les différents acteurs et opérateurs qui sont impliqués dans ce processus de certification. Je prends un autre exemple, que Sybille Hassan le connaît bien, c'est comment mettre en place une plateforme également qui va servir de guide
aux investisseurs donc, et aux soumissionnaires des projets, lorsque le ministère sort avec un appel à projet pour le régime des autorisations, on pourrait donc faciliter et avoir donc des soumissions qui répondent beaucoup plus donc au système d'autorisation, dans la mesure où les projets autorisés auront beaucoup plus de chances d'être concrétisés, parce que là, on est en train de vivre une situation où il y a beaucoup de projets autorisés, mais qui n'ont pas vu le jour, parce qu'effectivement, il y a des problèmes de soumission qui n'ont pas pu donc donner à ces soumissions des tarifs qui reflètent une rentabilité et surtout liées à des conditions de financement. Et là, avec peut-être cette plateforme qui va aider les développeurs à bien étudier leurs tarifs, bien étudier la rentabilité de leurs projets, ceci ne peut favoriser que, c'est-à-dire une meilleure soumission et donc un meilleur projet qui serait concrétisé au niveau renouvelable et, après tout, donc une meilleure transition énergétique. Sinival, vous avez demandé la parole, je vais vous la donner, mais j'ai également une question, je dirais, de synergie. Hein. Donc oui, j'ai pas oublié, c'est il voudrait intervenir, oui, mais je garde le meilleur pour la fin, tout à fait, je garde le meilleur pour la fin, donc je lui donnerai la parole, mais il y a une question sur laquelle vous pouvez éventuellement m'y répondre, ainsi que si Kamel Ben Nasser, bien sûr. Alors, aujourd'hui, le plus important dans cette transformation digitale, c'est de créer tout un écosystème dédié donc aux solutions. Nous sommes devant un parterre donc, de directeurs de systèmes d'information, donc d'ingénieurs informatiques, et il serait intéressant aujourd'hui de parler de cette aubaine qu'offrirait une transformation digitale adossée donc à l'énergie renouvelable, et de créer tout un écosystème de start-up et d'autres solutions innovantes qui pourraient venir se faire greffer sur cette question très très importante. Aujourd'hui, dans le monde, est-ce que ces écosystèmes sont en train de prospérer, et qu'est-ce qui serait intéressant pour le développer? Je sais qu'en Tunisie, il y a pas mal de startups qui sont très innovantes. Je cite WhatNow, par exemple, qui est une solution très, très intéressante, une startup très intéressante, qui vient de faire une levée de fonds assez conséquente. Mais on n'est pas en train de parler beaucoup de ces investissements ou de cette aubaine qui pourrait être offerte à des jeunes pour développer autour de cette question de transformation digitale adossée à la transformation donc énergétique. Oui, absolument. En fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, et ce que vous dites, c'est que nous subissons actuellement, ou nous constatons un changement de paradigme au niveau de la transformation et de la transition énergétique. Ce changement de paradigme va vers tout ce qui a été dit jusqu'à cet instant-là, va vers plus de décentralisation, plus de digitalisation, plus de territorialisation de systèmes énergétiques. Les éoliennes ou les solaires ou autres sources sont locales. Donc l'idée, cette transformation-là, elle est basée sur la production locale, la consommation locale, le stockage au niveau local, la gestion intelligente de réseau au niveau local, le réseau de transport également, la gestion intelligente du réseau de transport, l'optimisation de systèmes de production, l'optimisation de systèmes de la demande également, les voitures électriques. Donc on a beaucoup de vecteurs et qui ont un avantage très important, c'est que ça se passe au niveau local. Par conséquent, avec une part très très importante de la digitalisation. Par conséquent, ça ne reste pas uniquement la limite des grands opérateurs intervenant dans le domaine de l'énergie. Il y a d'autres opérateurs qui sont des startups, qui sont de la société civile, qui vont devenir des acteurs eux-mêmes de création de richesse, de richesse et de valeur économique au niveau local, et donc création d'emplois. Et ça, c'est très important. Nous vivons aujourd'hui un changement de paradigme. On sort de conception de grands systèmes de production vers des réseaux très importants qui vont jusqu'au ménage, vers des systèmes qui sont plus répartis, et je pense que les responsables ici de systèmes d'information le connaissent parfaitement, où il faut jongler avec tout cela. Mais cela, à mon sens, crée une véritable opportunité de création de richesse et de développement économique au niveau local, mais également il y a un certain nombre, et ça je me tourne vers les responsables de systèmes d'information, de précautions à prendre pour réaliser ce type-là. Notamment, il y a des nouveaux métiers qui vont être créés. On va également vers une transition vers de nouveaux métiers dans le système d'information et de gestion de l'énergie qui vont être créés. Là, les opérateurs doivent jouer un rôle important également, mais il y a un préalable.
Parce que dès qu'on parle de transformation numérique, et là je m'adresse à parterre de la salle, on parle d'accès à l'information, d'accès à la data, de la protection des données, et ce que fait Watnao également est remarquable en termes d'efficacité énergétique, mais tout cela, je pense, ne peut être mis en place sans un grand projet de conduite de changement au niveau des grands opérateurs, mais également un petit projet quand même de la cybersécurité, parce qu'il faut sécuriser là, et je me tourne vers les systèmes d'information de la SEG ou autres, pour qu'on soit très très sûr, parce que quand même il s'agit de la souveraineté de l'État derrière. Tout à fait. Alors, il y a une dame qui m'a demandé de clore ce débat. Alors, effectivement, il me reste encore quelques temps, madame, et je voudrais faire intervenir donc les panélistes. J'ai commencé à 11h42, il est 11h31, j'ai besoin d'avoir 1 heure de temps avec l'intervention des panélistes. Merci. Si Kamel. Donc, le mot de la fin. Par rapport aux interactions de ce qui a été dit, et notamment je voudrais peut-être une focalisation sur donc, cette transformation digitale et comment peut-on accompagner les entreprises donc, à faire des énergies renouvelables ou à abonder dans le sens des énergies renouvelables, mais avec cette transformation digitale. Merci. Merci. En fait, la transformation digitale intervient à plusieurs niveaux. Elle intervient d'abord au niveau local, au niveau du domicile. Elle intervient ensuite au niveau du réseau municipal, ensuite au niveau national et après au niveau international. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si je me place au niveau international, et vous avez commencé par poser la question sur le niveau des énergies renouvelables dans les pays d'Europe, ce que les pays d'Europe ont et que nous, on n'a pas vraiment, c'est une interconnexion qui est extrêmement importante. C'est ce qui permet en fait une complémentarité au niveau des systèmes de génération d'électricité. Nous avons une interconnexion avec l'Algérie qui a été extrêmement utile. On en a une peu plus faible avec la Libye, mais nous aurions beaucoup intérêt à remettre en route le projet d'interconnexion avec l'Italie, puisque en fait, il y a beaucoup de synergies à gagner là-bas. Donc ça, c'est au niveau international. Au second niveau, au niveau national, donc Sib El-Hassan a parlé du centre de Rades. Le centre de Rades est effectivement avancé, mais si vous allez visiter des centres dans les pays comme l'Espagne, où ils ont beaucoup d'énergie renouvelable, ils ont pris la digitalisation à un autre niveau. C'est l'intégration des énergies renouvelables pour pouvoir faire de l'anticipation de la demande et pouvoir réagir en temps. Et donc, c'est un système qui est absolument extraordinaire et qui permet de connecter aussi au système des autres pays. Donc, cette idée d'optimisation nationale et dans un cadre régional est extrêmement importante. Maintenant, pour parler au niveau des utilisateurs, il y a quand même un gros problème qu'on a en Tunisie, c'est l'augmentation des pertes qu'il y a eu au niveau électrique, des pertes de toutes sortes. Je pense que les chiffres que j'avais en tête, c'était 16 ou 17%. C'est énorme et il faut absolument qu'il y ait un plan et le numérique peut absolument aider dans ce secteur-là avec des compteurs intelligents et des points de contrôle à différents niveaux pour minimiser. Oui, et les smart grids aussi. Donc, tout ça, en fait, sont des instruments que nous avons. Ce n'est pas une nouvelle technologie per se, puisque la technologie existe, il faut l'implémenter, et ça aurait un retour sur investissement extrêmement important. Donc, le digital peut aider à réduire ces pertes qui nous coûtent beaucoup d'argent. Puisque si vous regardez, si on réduit de 17 à 10% les pertes sur le système électrique, on aura gagné plusieurs dizaines ou même centaines de millions de dinars. Ensuite, au niveau local, il y a des startups tunisiennes qui font des choses très bien
au point de vue domotique, je pense qu'il faut les encourager parce que nous avons le savoir-faire en Tunisie, nous avons beaucoup d'ingénieurs qui sont formés par d'excellentes universités et qui pourraient contribuer à développer des solutions qui seraient utilisées en Tunisie et ailleurs. Donc tout ça, c'est le système qu'on doit développer en Tunisie et il faut qu'il y ait des encouragements. Et je voudrais rajouter un point sur la voiture électrique. J'ai un exemple réel de quelqu'un qui a importé une voiture électrique il y a 6 mois en Tunisie, suite à la publication de la loi de finances. Ça fait 6 mois que la voiture électrique ne peut pas sortir de chez lui, puisque la personne passe sa journée entre les différentes commissions, entre différents ministères, pour essayer d'avoir une autorisation de mettre cette voiture sur le marché. Je pense que nous avons des problèmes internes à régler de communication entre administrations qu'il faut accélérer parce que c'est inacceptable qu'on soit freiné par ce genre de comportement. Merci, Si Kamel. Alors, il me reste combien de temps, juste pour donner 1-2 questions donc à la salle? Voilà, c'est très très belle table ronde. Le temps de prendre 1 ou 2 questions, pas plus, Voilà, s'il vous plaît. Soyez bref, s'il vous plaît. Alors, monsieur qui est là, est-ce qu'il y a une hôtesse pour faire défiler le baladeur? Honnêtement, je ne sais pas par quoi commencer. Hein. Commencez par vous présenter d'abord. Mahdi Mezrani. Marhaba. Je vais me présenter par ma formation de base, ingénieur en automatique, électronique, informatique, diplômé d'une grande école française en 92. Et en 92, fraîchement diplômé, j'avais eu un entretien d'embauche chez Schlumberger à Poitiers. Et à l'époque, on parlait de quoi? On me proposait un poste pour faire quoi? Pour travailler sur les compteurs intelligents. Parce qu'il y avait à l'époque un projet avec la STEG. Je dis bien 1992. 30 ans plus tard, le projet est de nouveau sur la table. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle de voitures électriques, j'ai regardé le site automobile.tn, hein, je ne leur fais pas de la pub, il y a 2 voitures électriques qui sont proposées selon ce site par les concessionnaires. L'une, elle est à 400 000 dinars, l'autre, elle est à 440 000 dinars. Alors, ce que dit ici Nasser, on est plus que des problématiques administratives et bien au-delà. Et sinon, par rapport à l'énergie solaire, lorsqu'on voit que l'Espagne, elle est à 100% énergie renouvelable, je pense que notre pays est bien plus ensoleillé. Alors, de grâce, faites de sorte qu'on assure à faire la transition énergétique dans un délai un peu plus court que les 30 ans que les compteurs intelligents. C'est pas 30 ans, c'est dans 1992-2022. Ah, donc, en 1992, on m'avait proposé un poste à Schlumberger, à Poitiers, pour travailler sur les compteurs intelligents. On ne m'a pas pris parce que le contrat Schlumberger-Steg était tombé à l'eau. Malheureusement. Alors, il y a 2 intervenants, s'il vous plaît. Il y a monsieur qui est là. Question, s'il vous plaît. Question. Est-ce qu'on peut être un peu plus bref dans les questions parce qu'on court après le temps? Essayez d'être bref, s'il vous plaît. Les réponses aussi seront brèves. Merci. D'accord. Bonjour. Merci à tous nos chers amis panélistes. Bon, j'ai une petite question. J'ai été interpellé il y a 1 année et demie par mon boss pour un problème très simple. Il y a une société internationale qui s'est présentée, s'est installée en Tunisie pour faire du mining de la crypto-monnaie. C'est une activité énergivore. Tout à fait. Et qu'en est-il aujourd'hui, parce qu'on parle de transition énergétique, si on va développer et installer une multitude de serveurs, parce que nous avons peut-être le coût de l'énergie ou le coût de l'électricité en Tunisie est peut-être relativement bas par rapport à d'autres pays en Europe et tout ça.
Voilà. Merci. Et j'ajouterai, c'est une question à Sibel Hassan Chiboub, j'ajouterai aussi les data centers, donc les data centers aussi sont très énergivores et que faire? Alors, monsieur a demandé la parole. Oui. C'est la dernière question, s'il vous plaît. Merci. Merci. Allez-y. Ahmed Salim Tekrour, directeur général de la Société nationale pour le développement des infrastructures numériques en Mauritanie. Vous savez que dans le cadre de la transition énergétique, on parle de plus en plus de l'hydrogène vert. J'aimerais quand même profiter de la présence en mode virtuel de Monsieur le ministre, qui se trouve actuellement à Abu Dhabi pour participer à la conférence d'ADIPEC, pour avoir son point de vue sur la place qu'occuperait l'hydrogène vert dans le spectre énergétique international futur. J'aimerais aussi adresser une question aux panélistes, M. Nidal, M. Belhassan, M. Azdine, pour un peu comprendre, à l'Iravi, quel serait l'accompagnement qui peut être fourni par le socle digital, si je peux utiliser le terme de l'expression de M. Nidal, ce socle digital pour accompagner le développement de l'hydrogène vert. Je vous remercie. Merci. On court un peu après le temps, on prendra quand même la question de madame. On ne peut pas lui refuser la parole. Merci. Merci pour ce panel très riche. En fait, une première question. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Madame Rnia, directrice cybersécurité à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz. Donc, je m'adresse à Belhassan Chiboub. Donc, comme il vient de dire que la transition digitale, c'est un levier de succès pour la transition énergétique. Donc, est-ce que vraiment nous avons une stratégie claire en termes de transformation digitale dans le domaine de l'énergie? Puis une deuxième question, voilà, il y avait une publication de l'ITES qui parle de la sécurité énergétique de la Tunisie à l'horizon 2030. En fait, ils ont évoqué que les cyberattaques, c'est un risque qui va vraiment perturber la stabilité de la chaîne d'approvisionnement. Donc, il a recommandé de mettre en place un système pour le lever et la surveillance pour détecter en amont ces cyberattaques. Donc, est-ce qu'on avance dans ce projet et merci. Alors, Sibel Hassan Chiboub, vous avez deux questions au minimum. Donc, la question de madame et puis la question par rapport à la transition énergétique s'agissant des industries énergivores. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une spécificité par rapport à ça? Si Kamel, je vous donne pour répondre la parole tout à l'heure pour répondre à la question de l'hydrogène vert et puis sur les autres questions, Sinidal et Siazdine. Sibel Hassan. Merci. Merci. On va commencer, bien sûr, par la question de Madame Oulaya. Alors, aujourd'hui, quand on dit, bien sûr, la transformation énergétique, on a besoin de tout un programme. On est en train de le commencer, le programme, avec la transformation digitale pour accompagner la transformation énergétique. Et vous savez très bien que c'est un programme qui a besoin d'un certain temps pour être mis en place. Et réellement, la Tunisie, elle est engagée, le ministère, il est engagé dans ce programme-là. Il n'y a pas de step back par rapport à ça, et on va continuer avec ce programme-là. Et tout à l'heure, Kamel, il a parlé un peu de l'Espagne et de ce qu'ils sont en train de faire au niveau du dispatching, au niveau des dispatching au niveau de l'Espagne. Au fait, c'est ce que on est en train de préparer. La STEG, elle a fait des études, elle est en train de contracter des fournisseurs de données par rapport aux données climatiques et on est en train d'y aller par rapport à ça. Maintenant, la deuxième question concernant les cyberattaques, bien sûr, chaque fois qu'il y a une base de données, on a un traitement de base de données et tout ça, on doit se préserver. La STEG, elle a presque été, on n'en parle pas, mais il y a eu une cyberattaque sur toute la Tunisie, les banques, la STEG, tout ça. Et alhamdoulilah, on s'est prémunis par rapport à ça et on a réussi cette question. Mais
c'est pas, il faut avoir comme on dit, une maintenance préventive. Il faut se préparer à tout ça. Il faut que les équipes soient toujours préparées à ces éventualités-là. Les industries énergivores. Les industries énergivores, comme vous le savez, il y a une loi, la loi de 2019, qui a permis de créer des sociétés de projets pour vendre de l'électricité. Nous comprenons que les industries énergivores n'ont pas le métier ni la capacité, par exemple, financière pour supporter les risques liés aux projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Nous avons la loi de 2019, il y a le texte d'application, le décret de 105 de 2020, et aujourd'hui, on est en train de finaliser, on a lancé une consultation publique pour le contrat, ça vient de se terminer, on est en train de réviser un peu le contrat type, et probablement avant la fin de l'année, ces textes entreront en vigueur et vous pouvez avoir une société de projet qui peut prendre ce risque-là et vont vous vendre l'électricité moyennant la STEG, elle va assurer le transport. Si vous voulez réaliser ça sur l'actif même de la société, c'est toujours possible à travers la loi de 2015, vous pouvez réaliser votre propre installation. Merci. Si Kamel, sur la question de l'hydrogène vert, soyez bref s'il vous plaît, je dois rendre... Oui, bien sûr. Je voudrais d'abord saluer nos frères mauritaniens et leur souhaiter un très bon séjour en Tunisie. L'hydrogène vert, pour rappeler ce que c'est en fait, c'est de prendre de l'énergie verte, donc renouvelable, et la convertir en hydrogène en utilisant l'eau et en splittant les molécules d'eau. En fait, c'est une des voies les plus prometteuses pour adresser l'intermittence des énergies renouvelables et pouvoir en fait stocker l'énergie sous forme d'hydrogène. Il y a des pays comme la Mauritanie qui sont en train de beaucoup avancer dans ce domaine. Et donc, dans la production d'hydrogène vert. En Tunisie, ce qu'il faut considérer, c'est la problématique de l'eau, puisque en fait, il faut pouvoir avoir de l'eau. Donc, il faut avoir une optimisation des ressources en eau pour l'utiliser. Mais je considère que l'hydrogène vert et aussi l'hydrogène bleu qui viendrait à partir du gaz naturel sont des solutions qu'il faut absolument considérer en Tunisie. De l'horaire donc par rapport à notre table ronde. En fait, rapidement, pour les compteurs intelligents de notre cher compatriote qui a eu la demande d'aller chez Schlumberger, effectivement, je ne défends pas le fait que la STEG n'a pas beaucoup développé les smart grid, mais en France, par exemple, en 92, il y a eu les premières réflexions sur les smart metering, sur les compteurs intelligents, qui ne sont déployés que 11 ans après. C'est à partir de 2013 qu'on commence à déployer les compteurs intelligents. En 2002, la STEG a eu une première tentative de développement de compteurs intelligents qui n'a pas été fructueuse. C'est pour cela que rien n'est trop tard aujourd'hui. La classe TEG essaie de rattraper cela. Et par rapport à cela, il y a tout un cadre réglementaire, fiscal, juridique et financier pour mettre en place ce fameux projet de Smart Grid. Parce que ce n'est pas que les compteurs intelligents, comme vous le savez. Les compteurs intelligents, c'est que Smart Metering. Et le coût global de projet estimatif, ça dépasse les 800 millions d'euros quand même qu'il faut trouver pour investir dans les Smart Grid. Deuxième remarque. Deuxième remarque sur l'hydrogène vert. Moi, la seule remarque que je dis ça, c'est pas parce qu'il y a une tendance internationale sur le développement de l'hydrogène vert qu'il faut y aller vers l'hydrogène vert. Je pense que chaque pays possède ses propres caractéristiques, ses propres contraintes, que ce soit en termes de ressources naturelles ou autres, que effectivement y aller vers l'hydrogène vert. Si ça représente une véritable opportunité, je pense que le ministère y travaille. L'hydrogène vert va se développer essentiellement pour répondre à nos objectifs. Merci Sinidal. Yazdine, je termine avec vous. Oui, simplement j'ai voulu éclairer sur le fait d'avoir un potentiel renouvelable important. Ce n'est pas suffisant. Il faut effectivement avoir résolu les problématiques de foncier, mais surtout le réseau électrique. Vous savez que le réseau électrique a une capacité d'absorption de ces énergies renouvelables qui sont intermittentes. Donc il va falloir
moderniser ce réseau-là et le préparer, le développer de façon à avoir donc une intégration massive des renouvelables. L'ASTEC est en train de travailler là-dessus avec beaucoup d'assistance de la part d'un certain nombre de bailleurs et je pense que aussi bien du côté gestion donc, du réseau, je pense que toute une équipe STEG est là pour faire le bon travail d'une bonne modernisation du réseau de façon effectivement à accepter le plus possible de renouvelables autant opportun et dans ce cadre-là, on pourrait militer en faveur d'une transition énergétique beaucoup plus réussie. Merci. Alors, avant de passer la parole à Madame, je voudrais juste que vous applaudissiez Siazdine Khalfallah, expert international en énergie et ancien directeur de la NME. Sibla Hassan Chiboub, directeur général de l'électricité de la transition énergétique au ministère. Voilà, Sikamel également est en train d'applaudir. Sikamel Bennasser, ancien ministre de l'Industrie, de l'énergie et des mines et actuellement président de l'Organisation internationale des ingénieurs du pétrole. Bien évidemment, sans oublier Sinidal Ouefeli, donc ancien ministre et actuellement haut représentant du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Madame, à vous la parole. Ben voilà, merci. C'était le panel.